bonjour. Bonjour. Je suis ravie de passer ce moment avec vous pour parler de votre nouveau roman, Khalil. C'est une plongée dans l'esprit d'un jeune homme qui est kamikaze et qui veut se faire exploser devant le Stade de France à Paris un certain jour de novembre 2015. Il n'y parviendra pas parce que sa charge ne se déclenche pas. Des gens qui vont être réfractaires en lisant la 4e de couverture, en disant non, ça j'ai pas envie de faire cette plongée dans cet esprit-là. Ce serait vraiment dommage parce que ce n'est pas un livre violent, ce n'est pas un livre qui ne fait que reprendre ce qui se dit tout le temps dans les médias, ce qu'on voit à la télé. Au contraire, c'est un livre qui apporte un éclairage tout à fait singulier, parce qu'il s'agit d'aller dans la tête d'un kamikaze et de voir de quelle manière il a été dépersonnalisé, chosifié pour être de nouveau utilisé comme une arme. Un kamikaze cesse d'être un être humain et il se transforme en une arme dévastatrice. Ce qui est paradoxal, c'est que lui dit je veux me venger de ces gens qui m'ont chosifié. Il a l'impression d'avoir déjà été chosifié. Pourquoi est-ce qu'il a ce sentiment-là? Attention, c'est lui qui le pense. Il essaie de trouver un coupable, alors que le seul coupable, c'est lui. Petit à petit, maintenant qu'il a été récupéré et installé profondément dans ses propres frustrations, il essaie de reprendre le discours des djihadistes et de dire oui, c'est la société qui est comme ça, j'ai été marginalisé, j'ai été disqualifié, j'ai été chosifié. Et en réalité, il n'a pas su saisir la chance que lui offrait la société. Comme il était vulnérable et fragilisé, comme il avait peu d'estime pour lui-même et pour sa famille, tout ce qui lui était familier à une époque, c'est-à-dire les brimades, l'exclusion, à travers le discours d'un imam, ça devient vraiment les motivations essentielles pour qu'il se venge de quelque chose. Parce qu'il dit à ce moment-là, je suis respecté. C'est tout le paradoxe. Ah oui, mais le respect, c'est très important. Généralement, les gens qui sont dans la délinquance, qui sont un petit peu dans la dérive, ils ont le sentiment d'être méprisés par tout le monde. Et d'un seul coup, on leur propose de recouvrer ce respect qu'on leur a confisqué, alors que ce sont eux qui ont renoncé à ce respect. Et ça, on peut trouver ça pratiquement dans tous les engrenages diaboliques, que ce soit dans la mafia, dans les gangs narcotrafiquants, dans la voyoucratie, oui, c'est le respect. Essayer justement d'aller creuser dans ce qu'il y a de complexe, dans les incohérences de la nature humaine, oui. C'est le principe. Vous marchez en équilibre au-dessus du manichéisme comme ça. Comment est-ce qu'on fait en tant qu'auteur pour rester sur ce fil en équilibre? Et comment est-ce qu'on fait en tant que lecteur, en tant que lectrice, en tant que personne pour ne pas plonger et se retenir de cette tentation de voir le monde comme avec une morale binaire et simple? Oui, je crois qu'il faut d'abord garder son sang-froid, ne pas juger. On ne peut pas juger parce qu'on ne peut jamais se mettre à la place des autres. Ne pas condamner, ne pas s'indigner. L'indignation, je l'ai toujours expliqué comme la forme ou l'expression la plus élégante de la lâcheté. Et quand on ne peut rien faire, qu'on s'indigne. Khalil dit à un moment, j'étais plus à plaindre qu'à condamner, et quelque part c'est encore pire parce que je suis sous le coup du mépris, et le mépris c'est insolutionnable. Mais personne n'accepte le mépris. Vous savez, on peut tout pardonner dans la vie, sauf l'humiliation. On peut pardonner la guerre, on peut pardonner à ses bourreaux, on peut se réconcilier avec ses ennemis, on peut pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal, mais l'humiliation, ça reste. C'est quelque chose qui s'ancre en nous, qui squatte notre esprit et qui attend comme un agent dormant le moment de jaillir et d'aller vers la violence. Quand on est humilié, sans le vouloir, on se fait constamment violence. Voilà, et lui aussi, il a le sentiment d'avoir été méprisé, mais il oublie que tout ce qu'il a fait était méprisable. En général, l'histoire a tendance à résumer la vie d'un homme, le destin d'un homme en une ou deux actions. L'histoire aplatit un petit peu toute l'épaisseur des vies humaines. Sachant ça, est-ce que le repentir est vraiment quelque chose de possible? Alors à titre personnel, c'est une chose, est-ce que la société laisse une place pour le repentir? Je ne sais pas pour la société, je crois que ce n'est pas un problème de société, c'est un problème de justice. C'est à la justice de juger, de trouver des circonstances atténuantes ou de condamner sévèrement ces gens-là. Mais le repentir, c'est nécessaire.
c'est absolument nécessaire. C'est une opération qui nous a sauvés en Algérie, parce que quand on a ouvert les portes à la réintégration à la société, il y a eu toutes des vagues et des vagues de repentis. Mais le seul problème, c'est que ces gens-là, ils ont réintégré la société sans faire de mea culpa, sans être jugés, et ça a été catastrophique. Mais une société qui se respecte doit recueillir ses enfants, même s'ils ont choisi la voie de la perdition. Mais comme au départ, ils étaient peut-être des anges avant d'être des démons, on peut faire des démons des anges. Mais il faut absolument qu'ils soient conscients de ce qu'ils ont fait, ces gens-là, qu'ils soient traduits devant la justice. Et voilà, s'ils peuvent purger une peine avant de mériter de rejoindre la société. On est ici dans les studios de BX1, à Molenbeek, à Bruxelles. C'est une belle commune bruxelloise qui a été complètement défigurée, exactement par les médias notamment. Vous, comment est-ce que vous ressentez Molenbeek? Ben moi, j'étais venu pendant que j'écrivais le livre. Je vois des gens qui aiment vivre, qui partagent tout, qui sont dans une cohérence saine. C'est un arrondissement qui mérite de recouvrer son lustre d'antan. Et bien sûr, vous savez, aujourd'hui, si on veut vraiment intéresser, il ne faut pas proposer la vérité, mais le mensonge. L'énormité a plus de chances de passer que n'importe quelle vérité. Le mensonge, il est fabuleux, il est nuancé, et il sait prendre les gens au sentiment. Et c'est pour ça que lâchez une rumeur désastreuse, vous allez voir, tout le monde va la porter au nu. Là, c'est une vérité, mais ça ne va intéresser personne. Excusez-moi, mais votre vérité, en l'occurrence, elle intéresse du monde. Et vous donnez à la littérature ce pouvoir de questionnement, de compréhension. Est-ce que vous pensez que la littérature a le pouvoir de changer les choses? Écoutez, moi j'ai évolué dans un monde aux antipodes de la vocation d'écrire, j'ai évolué dans l'armée. Mais j'ai toujours compris que ce sont les écrivains qui nous éclairent. Donc je me rappelle Zola, je me rappelle Voltaire, je me rappelle John Steinbeck, voilà. Et je pensais toujours que la littérature pourrait servir. C'est dans cette foi que je me suis engagé. C'est pour ça que tous mes livres vont essayer d'apporter un éclairage. Voilà, le livre, quand il est écrit par quelqu'un de sincère, quelqu'un qui connaît son texte et qui aime véritablement ses enfants, qui voudrait voir ses enfants évoluer dans un monde apaisé. Bon, je ne dirais pas un monde meilleur, parce que ça n'existe pas le monde meilleur. Le monde a toujours été imparfait, et il y aura toujours, quelle que soit la sagesse qu'on va déployer autour des gens, il y aura toujours des gens réfractaires à la beauté, réfractaires à la lucidité, qui sont dans la nuisance comme un poisson dans l'eau, mais ça ne nous empêche pas de lutter pour le meilleur, et je crois que le meilleur est la vocation de l'humanité. Merci beaucoup, Yassine. C'est moi qui vous remercie. Merci. Vous demandiez qu'on lance une rumeur, donc nous tombons là sur... Faites attention, Yasmina, parce que par politesse, on va pouvoir faire...